Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa toluka lisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Positivisme, passion, persévérance, voilà 3 mots qu'il faut garder en tête pour réussir à lancer votre carrière. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre tranche matinale On en parle. Commençons par dire merci à Dieu d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie à travers cette chanson de Nick David titrée Nini Okokite et retrouvons-nous juste... Voilà, nous sommes de retour après cette très belle chanson de Nick David titrée Nini Okokite. Alors pour ce nouveau numéro d'On en parle, nous parlons de l'artisanat et ses avantages. Comme d'habitude, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée d'Azaf Maonda et de Leila Mibaye. Je commence par toi Azaf, bonjour. Bonjour Aurélie. Comment tu vas? Ouais, ça va bien. Bonjour Leila. Bonjour Azaf. Bonjour Leila. Bonjour Aurélie. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Alors quelle est la citation du jour? Alors, c'est une citation d'un célèbre poète français. Il se nomme Jean de La Fontaine. Je suis sûre que vous le connaissez certainement. Il est reconnu beaucoup plus pour ses fables, entre autres La cigale et la fourmi, Le loup et l'agneau. Je vais m'arrêter là parce qu'il y en a tellement. Alors, sa citation dit ceci. Elle dit « À l'œuvre, on connaît l'artisan. À l'œuvre, on connaît l'artisan. » Ok. Une petite explication, Ouais, j'imagine. vas-y. Alors, c'est à la qualité d'un ouvrage qu'on peut juger, qu'on peut estimer justement la valeur de celui qui l'a fait. C'est à la qualité de l'ouvrage qu'on peut estimer ou juger la valeur de la personne qui a fait au fait cet ouvrage. C'est un peu ça. Azaf, quelque chose à dire par rapport à cette citation? Quelque chose à rajouter? Ouais, pas grand-chose. À l'œuvre, on connaît l'artisan. Voilà, on va juger le travail de quelqu'un par rapport à ce qu'il produit. Donc, c'est comme ça qu'on peut juger quelqu'un, c'est par rapport à ses fruits. Comme on dit, on va juger l'arbre. Voilà. Merci Azaf. Alors avant d'aller plus loin dans cette tranche matinale, nous allons prendre cet état des lieux qui a été fait et on se retrouve juste après. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa toluka lisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. L'artisanat est la transformation de produits ou la mise en œuvre de services grâce à un savoir-faire particulier et hors contexte industriel de masse. Par là, on entend par produits artisanaux les produits fabriqués par des artisans, ou soit à l'aide d'outils à main ou même des moyens mécaniques, pourvu que la contribution manuelle directe de l'artisan demeure la composante la plus importante du produit fini. Un artisan est alors un chef d'entreprise indépendant qui assure, seul ou avec son conjoint, la responsabilité de l'entreprise. Qualifié dans son métier, il est le dépositaire des nombreux savoir-faire transmis essentiellement par les biais de l'apprentissage. En République démocratique du Congo, l'artisanat occupe une place importante même si la plupart des intervenants dans le secteur opèrent encore de manière informelle et sur un marché très limité. Malgré la richesse du patrimoine congolais et son potentiel socio-économique, l'artisanat en République démocratique du Congo connaît une situation difficile. Les artisans déplorent souvent les manques d'accompagnement de la part de l'État congolais. Selon eux, les administrations publiques devraient investir dans l'artisanat. Quels sont les avantages de l'artisanat? Les entrepreneurs exerçant dans ce secteur arrivent-ils à se retrouver? Les questions sont répondues dans votre tronche matinale. Soyez le bienvenu. Voilà, nous sommes de retour et j'espère que cet état de lieu vous a donné un aperçu général sur notre sujet du jour, l'artisanat et ses avantages. Alors Leila, aujourd'hui, je préfère commencer par toi. Est-ce que tu peux nous définir l'artisanat? Qu'est-ce que toi, tu entends par artisanat? Alors, de façon générale, on va dire que l'artisanat, eh bien, c'est l'ensemble de métiers et des objets fabriqués par le professionnel qui exerce un travail de fabrication manuelle. Ok. Je peux répéter, c'est une définition. C'est l'ensemble de métiers et des objets fabriqués par le professionnel qui exerce un travail de fabrication manuelle. C'est un peu ça. Ok. L'artisanat. Et Azaf, ta définition? Voilà, si je vais
aller dans le même sens de ce qu'il a dit. Je vais dire que c'est, quand on parle de l'artisanat, on voit les produits qui sont fabriqués par des artisans. C'est quelqu'un qui exerce une activité professionnelle, des fabrications, des transformations, des réparations, des prestations, services qui relèvent du manuel, donc à la main. Donc voilà, c'est comme ça que je peux ajouter ce qu'elle a dit. Ok. Leïla, on parle de l'artisanat. Quels sont les métiers qui y entrent en compte? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, oui. Il y en a plusieurs. Et parfois, ça porte à confusion. Ça porte à confusion. Il y en a plusieurs. Il y a déjà plusieurs secteurs, excusez-moi, dans lesquels les artisans œuvrent. Il y a l'alimentation, il y a au niveau de la transformation, dans l'alimentation et également l'agrobusiness. Mais il y a tellement de métiers, si je pourrais en citer quelques-uns. Ok. Il y a le métier de boucher. C'est la personne qui abat, mais également la personne qui prépare et qui met en vente les viandes. Ok. Le boucher. Il y a le cordonnier. C'est cette personne qui répare les chaussures, évidemment. Oui. Il est fait à la main. Le boucher, je vais donner un exemple. La personne, comme on le voit chez nous, ici en République démocratique du Congo, précisément ici à Kinshasa, il y a ces bouchers qui ouvrent leur kiosque, leur stand et tout ça. Ils prennent peut-être le porc ou alors la viande de bœuf qu'ils abattent. Voilà. Victoire, Capella, mais également il y a aussi à Kitambo, il y a à Bandal où on abat, aussi, je crois. Beaumarchais également. On abat la viande de bœuf, on abat carrément une vache ou un porc, et puis on verra la personne en train de découper comme ça à la main avec une machette. Vous voyez qu'il y a ce travail manuel-là qui entre en compte, mais également le cordonnier, comme je viens de le citer. Et le cordonnier, au fait, il essaye de réparer le chaussure. Il répare le chaussure à la main. On a tous vécu ça. On a tous eu besoin d'un cordonnier dans notre vie. Voilà. Il y a également aussi le métier de menuiserie. Il y a le menuisier qui exerce aussi un travail manuel par rapport au travail, par rapport à la transformation, excusez-moi, de bois. Il est fait au niveau de la main. La confection, par exemple, de chaises, la confection de meubles, la confection de lits, par exemple, vous voyez. Tout ça, ça part à la main. On le voit, il y a Delvaux, il y en a toute une multitude qu'on expose. Ces travails-là, c'est un travail qui est fait à la main, en fait. C'est un travail qui est fait à la main. C'est ça, au fait, en quoi consiste le métier de l'artisanat. Pour ne citer que cela. Bien sûr, il y en a tout plein, pour ne citer que cela. Je ne sais pas si Azaf, Azaf, tu en as rajouté? Elle l'a cité. On voit aussi dans tout ça, on voit les artistes, ceux-là qui dessinent les œuvres artistiques. Ce sont des artisans, parce que lorsqu'on parle de ces métiers, c'est quelqu'un, un chef d'entreprise qui est indépendant. Par exemple, les cas des cordonniers. On a cité cette volée-là des cordonniers qui réparent, mais dans ça, il y a une globalité où je vais dire, il y a une répartition, puisqu'il y a aussi ces cordonniers-là qui confectionnent des chaussures. Mais nous, quand on parle des artisans, on voit les cordonniers, on voit quelqu'un qui répare dans la réparation. Mais également, on en a plusieurs. Tous ceux-là qui font le métier, les mécaniciens, ce sont des artisans. Nous avons on en a tellement, il y a des exemples, vraiment, on vit dans un pays où l'artisanat occupe une place importante, puisqu'on a beaucoup de gens qui font les métiers manuels. On a des maçons, tout ça touche au manuel. Et voilà, il y en a tellement. Les exemples sont légion. Et je crois que ce qu'on a pu citer, les téléspectateurs ont compris que l'artisan, c'est quelqu'un qui exerce un travail qui est lié au manuel, avec les mains. Qui travaillent. Mais surtout aussi, il faut ajouter l'indépendance, puisque ce sont des entrepreneurs. Ce sont des entrepreneurs indépendants. Bien que la plupart d'entre eux œuvrent dans l'informel, mais ils restent quand même des entrepreneurs. Exactement. C'est un peu ça. Ok. Alors, Azaf, le travail d'un artisan, selon toi, il est dur ou facile à faire? Bon, déjà, le travail dans la vie n'a jamais été facile. Tous les métiers, je peux pas parler d'un travail facile dans la vie, et surtout encore les travails manuels qui demandent, hormis le fait que la personne doit avoir une tête pour réfléchir, mais également, c'est quelqu'un qui doit avoir une force physique. Vous savez, donc ça demande de la force physique au-delà de la force mentale. Puisqu'il y a ces travaux-là où la personne va seulement avoir besoin d'une force mentale, mais pas nécessairement une force physique. Mais l'artisanat demande une force mentale et une force physique également. Ce n'est pas un travail facile, c'est un travail dur, et tous les travails est dur. Mais quand on sait qu'on les fait pour un objectif, donc on doit pas
dire que c'est un travail impossible. Donc c'est dur, c'est difficile, comme tous les travaux, je vais dire tous les travaux du monde, mais ça demande aussi une force physique. Dans les cas, par exemple, des mécaniciens, il faut soulever des moteurs et c'est pas facile. C'est pas facile pour le faire. Les menuisiers également, il est tout le temps en train de travailler. Par exemple, les cordonniers, il est là tout le temps. Il est les dos courbés, il est en train de travailler presque toute la journée. Et ça demande une force physique. Voilà. Et Leïla, à ton avis, c'est difficile ou c'est facile le métier d'un artisan, où tu vas dire la même chose que Azaf? C'est un travail. Et dans la définition du mot travail, on voit l'effort fourni au fait pour atteindre un but ou un objectif précis. Et lorsqu'on fournit un effort, c'est déjà quelque chose qui n'est pas facile. Et puis c'est comme Azaf vient de le dire, au fait, tout travail, au fait, c'est pas facile. Il y a toujours ce côté dur qui entre en compte. Pourquoi? Parce qu'on fournit cet effort au fait, pour essayer d'atteindre ce but. C'est un peu ça. Le travail, tout travail dans un sens artisanat ou pas, ça reste toujours, il y a toujours un côté difficile, il y a toujours ce côté dur qui entre en compte par rapport à l'effort qu'on fournit. Ok. Azaf, est-ce que l'artisanat est avantageux dans une société? Quand on se lève le matin et qu'on porte par exemple des chaussures, on a besoin d'avoir un cordonnier. Déjà, on voit l'importance d'avoir un cordonnier. Et surtout, ça nous arrive aussi où voilà, ton basket, ça s'est abîmé, il faut réparer, et tout ça, on a besoin d'avoir les artisans. Alors, dans une société, quand on parle de ce travail qui est fait de manière manuelle, il y a aussi ce travail-là qui n'est pas fait de manière manuelle. Donc, on a toujours besoin d'avoir ces côtés artisanaux parce que c'est les côtés créatifs d'une société. C'est les côtés qui ne demandent pas beaucoup d'années d'études, puisque je sais pas tout le monde qui a accès, je vais dire, à l'éducation, mais arriver à un niveau élevé des études, l'artisanat permet également dans une société d'avoir ces hommes de métier. Ces hommes des métiers, ils sont indispensables dans une société. On a besoin d'avoir des mécaniciens, des grands mécaniciens dans notre société. Et dans l'ancien temps, on avait toute une école de l'artisanat ici en République démocratique du Congo. Et on a vu dans ces écoles-là ces écoles ont fourni beaucoup d'artisans dans notre pays. Et les gens étaient indépendants. Aujourd'hui, cette indépendance de la société qui demande en sorte que quelqu'un soit lié à un travail, quelqu'un soit lié à une entreprise, ne permet pas à tout le monde de se retrouver. Mais on a besoin quelqu'un qui est indépendant, par exemple, qui s'élève, qui vient le matin en ville, et il est en train de laver des voitures. Il fait un travail très, je vais dire, honorifique, parce que après avoir lavé toutes ces voitures-là, il va avoir son argent. C'est son argent. L'argent n'a pas n'a pas l'odeur d'un métier quelconque, où on va dire que c'est un métier où je vais dire un peu dénigrant, un peu. Non. À la fin, on aura l'argent. Donc l'importance, elle est là. C'est qu'on a besoin de toutes ces personnes-là. On a besoin de tous les métiers, que ce soit l'artisanat, que ce soit tout autre métier dans notre société, mais surtout l'artisanat a vraiment de l'importance, puisque c'est une société où on compte beaucoup. Kinshasa, par exemple, on a 15 millions d'habitants, et quand il n'y a pas d'artisans, c'est un peu difficile. Comment on va se retrouver? C'est pas tout le monde qui va se retrouver dans les bureaux. Donc, on a besoin de quelqu'un qui va faire son travail là, qui va réparer les voitures. On a besoin d'avoir quelqu'un qui va tailler des meubles. On a besoin d'avoir quelqu'un qui va arranger les voitures et tout consort. Donc, c'est vraiment important ces métiers. C'est vraiment important dans notre société. Alors, Leïla, quels sont, selon toi, les avantages de l'artisanat dans une société? Oui, c'est un peu comme vient de le dire Azaf. Les avantages de l'artisanat dans une société, ça permet, entre autres, par les dires des Azaf, ça permet de créer au fait des emplois. On est tous d'accord que ces derniers temps, il y a très peu d'emplois disponibles. C'est vrai qu'il y a influxion au niveau de diplômés, au niveau de ce que les études lancent sur le marché, les universités, excusez-moi, les instituts supérieurs lancent sur le marché comme étudiants avec bagage en main, avec diplôme en main, mais il y a très peu d'emplois en retour. Et vous voyez, l'artisanat permet justement de diminuer au fait ces côtés chômage en créant des emplois. Okay. Vous sortez de l'université, il n'y a pas assez d'emplois, niveau bureau, niveau entreprise. Et bien, de votre côté, vous essayez de créer votre propre emploi en vous lançant dans l'artisanat. Eh bien, l'artisanat permet, dans une société, de créer des emplois.
Et en créant des emplois, eh bien, l'économie du pays est impactée par rapport à son côté redynamique, au fait. Cet emploi va redynamiser l'économie du pays. Et d'où l'importance de l'artisanat. Ça crée des emplois, ça crée des richesses. Et l'économie du pays, eh bien, c'est redynamisé, ça bouge. C'est un peu ça l'importance de l'artisanat dans une société. Ok, merci Leïla. Azaf, on dit souvent qu'il n'y a pas d'avantages sans inconvénients. Selon toi, quels sont les inconvénients de l'artisanat dans une société? Bon, déjà, la manière dont nous considérons l'artisanat dans notre société, il y a quelques inconvénients parce que on pense que ces personnes-là qui exercent ce métier ne sont pas considérées dans une société. On les prend pour des gens qui travaillent, mais un métier qui n'est pas honorable. Ce sont ces gens qu'on regarde de manière, je vais dire, un peu, on dénigre ces gens qui sont dans l'artisanat, par exemple les cordonniers. Regardons la manière dont il est perçu par d'autres personnes. On voit que quelqu'un, quand il fait ce métier, quand il exerce ces métiers, c'est quelqu'un qui est perdu dans la société, alors que derrière ça, il y a toute une économie, derrière ça, il y a toute une famille, derrière ça, il y a toute une responsabilité. Puisque quelqu'un qui s'élève le matin et qui travaille dans ce métier, qui est un cordonnier, on voit, bon, c'est un mendiant, c'est qui que ce soit, mais il exerce un travail, et c'est un travail qui lui paye. Mais la manière dont il est perçu, c'est ça où je veux parler des avantages, c'est la perception de ces personnes qui exercent ce métier dans notre société. Et ça décourage aussi d'autres personnes d'exercer ces métiers dans l'artisanat. Ils pensent que non, il faut qu'on soit tous des côtés intellectuels, pas les côtés manuels, on doit tous être les côtés intellectuels. Et on va se retrouver, on va se donner des coups de tête parce qu'on est tous ancrés dans un même cercle. On voit toujours les gens qui veulent faire les droits, on voit toujours les gens qui veulent faire tous ces métiers-là, et on néglige une autre partie d'une société, le manuel. C'est très important. Quand c'est développé, on voit, ça va aussi développer, je vais dire, un pays. Donc la perception de ces personnes, moi, je crois que côté des avantages, c'est surtout par rapport à la perception de ces personnes qui exercent ce métier. Ok, merci Azaf. Lila, est-ce que les artisans congolais comprennent l'importance de ce qu'ils font dans la société? Je dirais dans l'ensemble, oui et non. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de gens qui sont conscients au fait de l'impact qu'a l'artisanat dans la société. Entre autres, ce que je venais de citer, la création de l'emploi, la redynamisation de l'économie. Il y a très peu qui sont au courant de cela. Il y a nombreux qui se lancent dans l'artisanat, c'est pour essayer de combler au fait ces vides. Okay. Le manque d'argent, le manque de travail. Ils se lancent dans ce but-là, sans pour autant savoir que sous d'autres cieux, l'artisanat, c'est quelque chose de très important. Dans notre pays également, mais malheureusement, c'est très peu soutenu. On va y revenir plus tard. Mais pour répondre à ta question, moi, je dirais oui. Il y a une grande partie, en tout cas, qui en est conscient de l'importance de ces métiers, bien que certains, voilà, même s'ils évoluent dans l'informel, ils sont au courant que le secteur dans lequel ils évoluent peut influencer l'économie de notre pays. Le secteur dans lequel ils évoluent peut essayer de redynamiser ce côté taux de chômage au fait de notre pays, dans le sens où on aura moins de chômeurs, dans le sens où on va créer beaucoup plus d'emplois. Moi, je veux dire ceci par rapport à l'importance. Les gens sont au courant. En tout cas, une grande partie de ces personnes qui œuvrent dans l'artisanat sont au courant au fait de l'importance de leur travail. Mais le côté où ça freine, c'est ce côté où ils ne sont pas soutenus. C'est vrai qu'ils sont au courant, mais ils se disent on n'est pas soutenus. On fait avec le moyen du bord. Il y a même certaines personnes qui font de produits par commande, c'est-à-dire c'est limite. Et s'il faudrait faire comme ça en grande quantité, déjà pour acheter les matériels, pour essayer de confectionner tel ou tel, je vais prendre le cas d'un menuisier, pour essayer de confectionner autant de meubles, autant de lits, autant de chaises, c'est pas évident que ça va s'écouler tout de suite. Oui. Tu vas dépenser autant d'argent pour faire autant de meubles et sur le coup, tu n'es pas sûr que cela tu vas pas en bénéficier tout de suite, tu vois. Et ils font par commande au fait. Et par commande, c'est très peu. Et lorsqu'il fait très peu, leurs revenus aussi, c'est peu. Vous voyez? Ils sont au courant, mais parce qu'ils ne sont pas soutenus, ils vont se limiter à un certain niveau, c'est-à-dire à leur niveau, là où eux ils sont, ils vont s'arrêter là. Ils vont s'arrêter, je vais prendre l'exemple, ils vont se dire non, voilà, moi je vais faire les choses par commande, je vais m'arrêter là.
à mon niveau. Et lorsqu'ils s'arrêtent là, à leur niveau, eh bien, même si en prenant conscience de l'importance de leur métier, vous voyez déjà la perception, comme l'a dit Azaf, à ceux-là qui sont extérieurs de ce monde, la perception par rapport à ces métiers, ils sont mal perçus, au fait. Ils peuvent avoir cette importance, ils peuvent comprendre cette importance. Mais par rapport aux autres, par rapport à la vue des autres, vu qu'ils ne sont pas soutenus, vous voyez que ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui marche pas. Oui. Azaf, après tout ce que vous avez dit, Leila et toi, on peut comprendre que les artisans congolais, ils jouent un grand rôle. Et selon toi, est-ce que tu penses qu'ils ont conscience de ce grand rôle-là qu'ils jouent dans notre société? Oui, je vais dire ça. Mais il faut souligner ce terme, c'est que si ils exercent ce métier, si ils sont dans ces domaines, c'est pour la survie. Pour la plupart, puisqu'en grand nombre, on va voir que ce sont des gens qui exercent dans l'informel. Et quelqu'un qui exerce dans l'informel, on voit déjà c'est la survie. C'est qu'ils doivent prendre soin de leur famille, ils les font parce qu'ils doivent nourrir, ils doivent répondre aux responsabilités. Et c'est ça le rôle. D'abord, c'est les rôles moi je vais dire les rôles de responsabilité en termes familial. Et après le pays, c'est ça de l'impact. Ils comprennent ce rôle si ils sont dans cette phase de se formaliser, d'être dans les formels, puisque lorsqu'on voit pas seulement ces gens qui sont dans l'informel, il y a aussi certains qui sont dans les secteurs formels, qui exercent aujourd'hui dans les formels. C'est ceux-là qui produisent, je vais dire, ils créent des emplois. Après avoir créé d'emplois, ils voient que non, ça commence à donner quelque chose et ils sont dans les formels. Par exemple, le cas d'un cordonnier qui confectionne des chaussures et lui là, il s'est dit, bon voilà, je dois avoir des documents et tout qu'on sort après. Il entre dans les formels. Après, il va comprendre le rôle qu'il est en train de jouer dans notre société parce qu'il va commencer à produire des chaussures et c'est localement produit. Et donc, c'est ça la compréhension. Mais pour ceux qui exercent dans l'informel, pour la plupart, c'est pour la survie. C'est pour nourrir les familles, c'est pour prendre soin des enfants, c'est pour répondre aux responsabilités. Et la responsabilité ou les grands rôles d'un pays, ça leur porte peu. Ils pensent pas d'abord au pays, ils pensent d'abord à leur famille. Et quand ils impactent leur famille, ils ont des charges. Après, voilà, le pays vient après. Le pays, c'est pour ceux-là qui sont dans les formels. Voilà. Merci Azaf, je vais rester sur toi. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les différents lieux de travail pour les artisans? Voilà, il y en a tellement. Quand on voit déjà à Limité, moi c'est vraiment Limité 17e rue industrielle. C'est là-bas où on voit beaucoup d'artisans. Mais également, je vais citer, c'est presque partout. On est en ville, on voit les artisans. On est par exemple à Calamou, Victoire, là on voit également les artisans et ils sont beaucoup plus dans les bouchers, ils sont nombreux là-bas. Ceux-là qui préparent des viandes et tout consort. Tous les soirs, ça manque pas. Tutoir à la Posalia, Ngulu, ça a des réputations, Ngulu Akapé là. Donc là, quand on parle de ça, c'est reconnu partout, même en Europe. On sait qu'ici, à Capella, le porc, c'est vraiment quelque chose de très délicieux. Donc, c'est un artisan qui s'élève le matin et qui va passer toute une journée à travailler et préparer le soir. Et voilà. Mais également, on va voir les lieux que moi je peux citer. On a Beaumarchais également, chez Temba, ça parle exactement là-bas où on voit des gens qui préparent des viandes, voilà. Alors Azaf, j'aimerais un peu rester sur toi. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les différents lieux de travail pour les artisans? Oui, déjà, les artisans sont pour la plupart des cas dans des ateliers. Lorsqu'on voit un mécanicien, c'est dans un garage. Et par exemple, les cas d'un boucher dans la boucherie, un potier à la poterie. Pour la plupart des cas, c'est les ateliers. Les artisans sont dans les ateliers parce qu'un ministre, il est dans son bureau, mais un artisan, il est à l'atelier, il travaille et c'est là qu'il est en train de travailler. Et voilà. Ok, Leila, la même question. Oui, il a carrément répondu à la question. La plupart des cas, c'est dans les ateliers où travaillent les artisans. Il y a un atelier, il y a le cordonnier, c'est dans un atelier. Il y a le menuisier, c'est toujours dans un atelier. Dans la plupart des cas, les artisans, ils travaillent dans l'atelier. C'est leur lieu de travail. Un peu ça. Leur lieu de travail qui est très souvent différent de lieu de vente. Voilà. Ok. Oui, parce que justement, il y a aussi des lieux de vente. Il y a des lieux de vente, on va voir. Il y a aussi de ceux-là qui
dans leur atelier et puis à côté. Oui, à côté. Ils vendent, c'est comme le cas de gens de Delvaux. Ils Mhm. fabriquent juste à côté le meuble Mhm. et puis après, ils exposent. Mhm. C'est l'atelier, c'est juste à quelques mètres Ouais. de lieu de la fabrication et tout ça, le lieu de la vente, excusez-moi, de leurs produits. Et c'est comme le boucher également. Il est là dans sa boucherie, mais en même temps, il vend là, à la Mhm. boucherie. Mais bon, il y a certaines personnes, ils fabriquent ailleurs, ils viennent exposer ailleurs, ils viennent vendre ailleurs. Mhm. C'est un peu ça, c'est différent au fait, les ateliers et des lieux de vente. C'est un peu ça. Merci Leila, merci Azaf, c'est pas encore fini, on est là, c'est juste le moment de prendre notre pause musicale. Nous allons prendre cette chanson de Pisson Zuba Boy. La chanson, elle est titrée Tolu Kambongo et on se retrouve juste après pour la suite. Vinanga kola mokana tongo kokende koluka mbongo na pokwa babebe babelela zuba mosolo ya kozwana pasi osenginga na pesime tikana salelango zuwa ade azu for money baya ya toluka mbongo ade azu for money baya ya toluka mbongo dolare we dolare sala na mbongo koma bogare dolare we dolare pata makuta kuwe bogose Bye for nyoso dans l'eau Emokozo mona bango Bamemi mwana no likolo Na mitema mabe na bango Mamuyo wanitwela majatika bango baloba Atakutu ba probleme etikala biso toko sepela Vinanga kola mokana tongo kokende koluka mbongo na pokwa babebe babelela zuba mosolo ya kozwana pasi osenginga na pesime tikana salelango zuwa ade azu for money baya ya toluka mbongo ade azu for money baya ya toluka mbongo dolare we dolare sala na mbongo koma bogare dolare we dolare pata makuta kuwe bogose Géré par ennemi, salanga la sepela na vie. Natana ngaye tata, alua kodo. Yamoko géré par ennemi, salanga la sepela na vie. Voilà, nous sommes de retour après cette très belle chanson de Pisson Zuba Boy titrée Tolu Kambongo. Et si vous venez de nous rejoindre, nous parlons de l'artisanat et ses avantages. On parle sur ce plateau avec Azaf Maonda et Leila Mimbaï. Azaf, c'est le moment de prendre les réactions de nos interviewés. Tu as été sur terrain, ça n'a pas été très compliqué de parler de ce sujet. Ouais, comme tous les jours, le métier du journalisme de terrain, ce n'est pas toujours facile puisqu'il y a des jours où il y a la facilité d'avoir les intervenants. Il y a aussi des jours où les gens ne sont pas d'accord avec toi. Ils sont pas d'accord. Non, moi, je ne veux pas passer à la télé. Je veux pas passer à la télé parce que la télé, vous vendez notre image. Voilà, les gens pensent que derrière ça, il faut, voilà, on vend l'image et tout. Puisque déjà, l'image de la caméra, elle est beaucoup plus, il y a des gens qui ont peur. Mais on a su parler de l'artisanat et ses avantages, ça a été, voilà. Ok, donc ce qu'on va faire, on va prendre les réactions de nos intervenants et on se retrouve juste après pour la suite. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Bon, avantage ezalaka na moto asambusa maboko parce que azwa mbongo na ye
le même jour. Alors, on est le même jour. Exemple, Mouton Siré, à coordonner, à ça le même jour. Donc, et facilité pour Akoufanzarate. Mais il y en a Mamoussou, soit c'est Moussa Maborote, moyen à Zaman Bongate, mais Moussa Maboro a un avantage. Aussi, les lots, j'y paierai les lots. En plus, il y a Belé Bako, boss, Moussa Maboro. Na Moussa Moussa Maboro, à Soy Moutouka, Soy Moto, donc ils ont plus avantageux. Pour nous, Batouana, Batoumoua, négligé. Pour Bana, na courage. Au lieu qu'il y a Koufandala, à mi PC, ça Moussa Maboro, pour Esungaye. Ça Maboro, pour Esungaye. Yana ba Moussoupe, a quand même pas qu'on même 100 francs. Mais il habite, il vaut mieux ça Moussa Maboro pour nous 100 francs. Et ça bien pour la Batouana, il y a bien. Pour encourager bon. Le métier au Moutoa Sala, personnellement, il y a Yemoko. Il gagne son argent à travers les gens. Et le métier au Yabatoua Sala, l'entreprise, va gagner bon, sous qu'à fin du mois. Mais Moutoa Sala, métier à Gogo, va gagner la sous qu'à moitié. Va gagner le taux du jour. Mais Moutoa Sala, il y a société quelconque, il y a Azila, va foutre la sous qu'à mois. Bon. On a eu un préféré Moutoa au Sala. Asai msala lo bafuse pika lelo muto ba moni asa msala maboko ba moni na roi mobola mais o wa ba teke muto na a gagner mbongo du jour au jour a fute la ba ne classe kana mbongo wana mais ba tumingi ba préféra ba to bongo te mais pour moi j'encourage on a ba toi j'encourage toujours na plus ça ba courage et ba force belé au ba te belé ba sa msala boko ba sunga ba tangi sa bana ba ngala msala. Voilà, nous sommes de retour après les réactions de nos interviewés, l'artisanat et ses avantages et le sujet que nous abordons en ce jour. Lila, nous parlons de l'artisanat et de ses avantages. Oui. Est-ce que l'État congolais les valorise ou accompagne les artisans congolais? Je dirais l'État congolais essaye, mais avec un ampleur très très réduit. C'est très réduit au fait. Pourquoi? Parce que l'État ne s'y met pas complètement pour valoriser, pour favoriser au fait l'artisanat dans notre pays. C'est vrai qu'il y a en Afrique, il y a un comité, au fait, un comité dénommé CODEPA. C'est le comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. La RDC fait partie, au fait, de ce comité-là. Oui, la RDC fait partie de ce comité. Ici, en RDC, ça, c'est de façon générale. En RDC, ici, il y a des structures comme ça qui essaient d'aider les artisans, aider l'artisanat à émerger, à se développer, mais à très faible, au fait. C'est à un très faible pourcentage. Il y a la PADMPE qui s'y met également. Il y a le ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, qui a divulgué, je crois récemment, il y a une année, au mois d'août passé, en 2021, il a divulgué au fait un programme par rapport à l'artisanat pour développer l'artisanat. Mais jusque-là, on attend toujours. C'est vrai que le projet a été divulgué, le projet a été mis sur papier. Il y a tellement des axes qui sont repris là-dedans pour essayer de valoriser l'artisanat. Mais jusque-là, les choses ne bougent pas encore. On espère que les choses vont changer parce qu'il y a certains axes à l'intérieur qui essayent vraiment de mettre en avant-plan l'artisanat, qui essayent de valoriser ce côté artisanat, qui essayent de sécuriser ces métiers-là qui est l'artisanat, bien que ce n'est pas encore mis sur pied. On y croit, on croise le doigt, on laisse tout entre les mains du Seigneur, si je peux le dire ainsi. Mais je pense que concrètement, comme ça jusque-là, l'État ne prend pas en charge l'artisanat comme il se doit. J'ai dit que l'artisanat permettait de redynamiser l'économie de notre pays. L'État devrait en tenir compte. Justement, pourquoi? Pour essayer de pallier à ces problèmes de chômage. L'artisanat va essayer de couvrir un grand nombre d'emplois, va essayer de créer, au fait, un grand nombre d'emplois pour essayer de basculer la balance de chômage, au fait, du chômage, excusez-moi. Ça va essayer vraiment d'employer un maximum de personnes. Et si l'État en tenait compte, si l'État prenait conscience, au fait, de l'apport de l'artisanat dans notre société, de l'apport de l'artisanat dans l'économie de notre pays, vous verrez que les choses changeront. Mais à ce niveau-ci, précisément, l'État
l'air laisse comme ça, ils sont à l'abandon en fait. L'artisanat, Azaf l'a dit tout au début, même la perception de ces métiers-là par rapport aux autres personnes qui sont autour d'eux, c'est méprisant. Oui. Entre guillemets, ces personnes sont méprisées. L'artisanat, de nos jours, est méprisé. Tout le monde s'empresse à aller travailler dans des bureaux. Tout le monde, même l'entrepreneuriat, c'est vu d'une autre façon. On n'a pas forcément cet œil-là où l'entrepreneuriat, on va se lancer dans l'entrepreneuriat, mais dans ce côté, dans ces secteurs d'artisanat, ça, c'est secteur artisanal. En tout cas, la grande partie des personnes ne se projettent pas dans ça. Tout le monde veut se projeter de façon intellectuelle, de façon, moi je vais être entrepreneur, mais du côté web, je vais être un web designer, je vais travailler dans un bureau climatisé, tu vois un peu. Et très peu s'élancent dans ces secteurs-là qui est l'artisanat. Et je pense que ils sont livrés à eux-mêmes. L'État doit essayer de s'en rendre compte, l'État doit justement essayer de venir en aide à ces personnes-là qui œuvrent dans ces secteurs, parce que ces secteurs, c'est très important dans la société, c'est très important dans notre pays. Ça va redynamiser l'économie, ça va permettre à créer beaucoup d'emplois et ça va permettre à éliminer énormément de chômeurs. On est RDC ou au Kinshasa. Ok, Leila, il y a une question qui m'est venue en tête, au fait, lorsque tu étais en train de parler. Il y a Azaf qui disait au tout début que les artisans congolais manquent de passion, au fait, dans ce qu'ils font. Et si la plupart se retrouvent dans ça, c'est parce que c'est juste une question de survie. Problème, voilà. Oui, c'est juste une question de survie. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est pas peut-être pour ça que l'État congolais ne s'y met pas comme il faut ou ne les accompagne pas comme il le faut? Écoutez, c'est vrai que la personne peut se lancer au tout début en se disant que non, voilà, c'est pour essayer de subvenir aux besoins de ma famille, pour essayer de couvrir certaines tâches à la maison parce que je n'ai pas trouvé d'emploi. Je me suis lancée dans l'artisanat pour essayer de couvrir, au fait, ce problème-là, pour essayer de venir en aide à ma famille. Mais je crois qu'il y a quand même un tout petit peu de passion. Lorsqu'un cordonnier s'y met, ce n'est pas parce qu'il s'est réveillé un bon matin pour se dire que non, voilà, je me lance dedans. Sinon, il n'aura pas assez de clients. Un menuisier ne va pas se lancer, ou alors un tailleur, on le voit aujourd'hui. Si tu es un tailleur, tu n'arrives pas à bien faire correctement ton travail, tu auras très peu de clients. Il y aura même de ceux-là qui vont essayer de faire une mauvaise publicité de ta façon de travailler. Ouais, pour dire que non, là-bas, il faut pas y aller parce que la personne fait ça. On le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que quand une personne décide de se mettre à travailler, décide de faire quelque chose, il va d'abord y aller avec, même si on va pas aller à 100% passion, mais il y a quand même un tout petit peu de cette chose-là en toi. Il y a quand même un tout petit peu de cet amour-là de la cordonnerie en toi. Il y a quand même un tout petit peu de cet amour de menuiserie en toi qui sommeille, même si c'est pas à 100%, tu vois. On essaie de se lancer. Mais non, ces personnes-là, c'est vrai au retour, ils n'essayent pas de s'y mettre à 100%. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas aidés. Et puis, ces métiers-là sont très peu sollicités. De nos jours, aujourd'hui, on va se dire que non, voilà, le cordonnier, c'est beaucoup plus pour des gens qui sont démunis. Lorsque ma chaussure, elle est cassée ou je dois la réparer, je vais aller chez un cordonnier. Mais il y a très peu de gens qui vont vers ces services. Aujourd'hui, on voit des gens, lorsque la chaussure est cassée, on préfère aller en acheter un autre. Il y en a des chaussures à tous les prix. Je préfère aller acheter en eux. On en voit d'ailleurs chez nous à la maison, il y a tout plein de chaussures qui sont cassées, mais bon, on les remet de côté. On prend même pas la peine de prendre toutes ces chaussures pour aller les donner au cordonnier. On se dit que non, une fois la chaussure, entre guillemets, raccommodée, elle n'a plus autant de style qu'avant. Elle n'a plus autant... elle injecte moins, quoi, par rapport à ce qu'on avait avant, que la chaussure ne se casse. Et je pense que ces gens-là, ils sentent ça. Ils sentent et ils comprennent que leur métier est en danger. Pourquoi? Parce qu'ils sont très peu sollicités. Aujourd'hui, les tailleurs sont très peu sollicités. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des vêtements qui sont déjà confectionnés, qui arrivent ici, des prêt-à-porter. Et aujourd'hui, il y a très peu de gens qui sollicitent le service d'un tailleur. On est d'accord entre nous. Il y a très peu de gens qui sollicitent. Et ces gens-là, ils sentent ces dangers-là. Et lorsque tu sens un danger par rapport au travail, le secteur dans lequel tu travailles, il y a quand même cette passion en toi qui baisse. Et c'est normal au fait que les gens se disent que non, voilà, je fais ça juste, je veux faire ça juste pour avoir de l'argent tout de suite, je veux faire ça juste pour avoir un petit rien, que d'y mettre autant de passion parce qu'on sent que on est en train de se diriger vers un mur, excusez-moi, par rapport au travail qu'on exerce. Et ça n'a pas tellement d'avenir. C'est un peu ça. Ok, merci Leila. Azaf, tu as parlé d'une question de survie. Tu as dit qu'il y a un certain manque de passion dans ce que les artisans congolais font. Est-ce que tu penses que c'est la raison pour laquelle l'État congolais ne valorise pas ou n'accompagne pas ces artisans congolais comme il se doit?
l'accompagnement ne doit pas se faire par rapport à je vais dire, à la réalité de ces artisans-là, puisque déjà ce qu'ils font, c'est un métier, ça va créer, ça renvoie à la création d'emplois. Et là, l'a évoqué ici, par rapport au soutien de l'État, moi je crois que c'est un soutien qui est minime et insignifiant, parce que le travail des artisans consiste également à créer d'emplois. Oui. On a aujourd'hui ces artisans qui confectionnent d'habits. Ici, chez nous, on a également ceux-là qui confectionnent des chaussures, produits de la RDC, made in RDC. Oui. Alors, qu'est-ce que l'État congolais fait par rapport au soutien de ces entrepreneurs-là? Puisque ce sont des entrepreneurs, ces artisans. Ce ne sont pas seulement les personnes qu'on doit considérer comme des gens qui sont là pour la survie. Ce sont des gens qui sont là pour faire développer aussi notre pays. On aura aussi besoin d'avoir nos marques à nous, la RDC. Si l'État s'y met, on va voir des résultats positifs. Puisque là, c'est la réalité de tous les entrepreneurs. Ils se plaignent, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de financement, il n'y a pas un encadrement, il n'y a pas de formalisation, il n'y a pas la facilitation d'obtenir des documents et tout consort. Ceux qui sont dans l'informel et qui veulent être dans les formels, ils ont des difficultés pour des documents, les taxes. Et ils ont des difficultés pour les financements et tout consort. Et après, vous croyez que ces gens-là vont produire comme il se doit? Puisqu'on prend seulement l'exemple de Kinshasa avec plus de 15 millions d'habitants et on a quelqu'un qui produit des chaussures made in Congo. Combien on porte ici, dans notre pays? Est-ce que déjà, même, je ne sais pas si toi tu connais quelqu'un qui confectionne des chaussures ici? Moi, je connais quelqu'un qui fait des chaussures et il confectionne ça. C'est un Congolais. Mais si on lui pose la question... Je pense que Leïla, on connaît un aussi. Monsieur Dom au collège. Il est surtout, il reçoit beaucoup d'entrepreneurs. Donc, elle doit connaître. Oui. Il a vraiment, sans doute. Mais tu vas voir la réalité de ces gens-là qui font ça. Il va te dire que non, l'accompagnement, l'État, je le fais moi-même, je me débrouille. Alors que si l'État se mettait pour renforcer l'offre, pour renforcer la production, on aura chez nous, au lieu de parler seulement des Nike à tout moment, on aura aussi notre marque à nous. On va dire là, c'est Made in Congo, c'est la fierté. Donc, l'État Mais est-ce que, Azaf, tu ne penses pas qu'on va encore retomber dans le même problème selon lesquels les Congolais n'aiment pas consommer congolais? Au fait, ça sera encore plus compliqué pour la personne qui confectionne ses propres chaussures avec sa propre marque. Ça sera plus compliqué pour les Congolais d'acheter, au fait. Moi, je crois que là, c'est une autre question, c'est une autre part. Mais déjà qu'on va commencer à voir à tout moment qu'on produit beaucoup. Je suis là, je vois Aurélie porter une chaussure made in Congo. Je dis, ah, Aurélie, c'est joli. Oh non, c'est made in Congo. Et quand tout le monde va commencer à porter cette chaussure-là, on va se dire, bon, non, c'est pour... Aujourd'hui, bon nombre de gens portent des vêtements qui sont produits, qui sont confectionnés ici. Je vois beaucoup de gens, on en a beaucoup, des gens qui portent, ah non, c'est la chemise, elle est fabriquée par celui-là, fabriquée par telle personne. Là, ça encourage déjà parce qu'on est Congolais, on aime aussi, on aime la mode, on aime s'habiller. Et quand on produit cela, on voit seulement ces côtés-là. Je crois que si l'offre est vraiment signifiante, on va consommer congolais. C'est pas un problème là. L'État doit faire sa part. L'État doit faire sa part. Et après, les Congolais doivent aussi faire leur part, puisque la part ne doit pas rester seulement à l'État. On doit faire des efforts. Ok, il y a Leïla qui a dit que l'État ne fait pas encore ce qu'il doit réellement faire. Est-ce que tu penses que les artisans congolais, ils font déjà leur part au fait? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais la perception de ces personnes-là leur pousse à ne pas s'y mettre comme il faut. Puisque la manière dont ils sont perçus, après Leïla l'a dit, la passion, ça sera effrité au fur et à mesure. Quand vous voyez que ces domaines dans lesquels vous exercez n'est pas considéré comme il faut, après, ils vont chercher à faire autre chose. Mais je crois qu'avec le temps, voilà, on peut dire ça, voilà. Ok, merci Azaf. Lila, il y a quelque chose qui est remarqué, je pense que Azaf en a aussi parlé. Les artisans congolais, ils méprisent au fait ce qu'ils font, ils envient les bureaucrates. Pourquoi au fait? Je crois que je viens carrément de répondre à cette question en disant que voilà, c'est par rapport à ces métiers, c'est par rapport au secteur d'activité dans lesquels ils évoluent. Mais aussi, on va dire notre réalité de notre pays. Oui, quand on voit justement. les gens, voilà la réalité du pays. On s'est dit que non, dans les secteurs dans lesquels on évolue, ce n'est pas fructueux au fait, ce n'est pas prometteur.
Et on regarde, on se dit que non, voilà, la personne qui sort d'un bureau climatisé, elle a quand Mais même... c'est parce qu'on ne connaît pas aussi les réalités qui se passent, qui sortent au fait de ce bureau climatisé. Mais c'est ce qu'on voit. De nos jours, aujourd'hui, tous les jeunes sont dirigés vers un secteur précis, entre guillemets, la politique. Et ils sont dirigés vers ces secteurs. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que non, c'est beaucoup plus fructueux. On voit, au fait, des politiciens, comment est-ce qu'ils sont présentés. On voit quel genre de voitures avec lesquelles ils roulent. On sent, au fait. On voit ça et puis on en vit. Pourquoi? Parce que ça se voit avec l'œil que non, là-bas, c'est fructueux. Tu vois? Et c'est raison pour laquelle les gens se dirigent vers ça. Et moi, je me dis que non, un artisan va se dire que non, voilà, les secteurs dans lesquels j'évolue, ce n'est pas prometteur. On voit aujourd'hui 2, 3, Azaf l'a dit, on voit le train de vie que mènent ces gens. Ils sont même là pour une survie, au fait, pour arriver à tenir bon dans leur foyer, pour arriver à combler ces vides parce qu'ils n'ont pas, ils n'arrivent pas à atteindre tel montant pour essayer de subvenir aux besoins de leur famille. Moi, je me dis que non, ces gens-là voient. Ils voient que non, moi, je suis dans cette situation X qui pratique le même métier que moi, qui est dans l'artisanat comme moi, il est dans cette situation, Y est dans la même situation. Ces métiers, ces secteurs, ce n'est pas prometteur. Ces métiers, ces secteurs, ce n'est pas fructueux. Je préfère plutôt, je me mets à rêver, à me dire que non, voilà, si j'étais peut-être dans un bureau, si j'étais ailleurs qu'ici, eh bien, peut-être que ça serait beaucoup plus fructueux que là où je suis. C'est juste ça. C'est par rapport à ce qu'on voit, c'est par rapport à l'aperçu, c'est par rapport à la projection, c'est par rapport à la perspective, tu vois. On s'est dit que non, aujourd'hui, c'est comme ça. Dans 10, 15, 20 ans, ça sera comment? Peut-être qu'elle sera encore pire, ça va encore, les choses vont encore dégringoler. Oui. C'est un peu ça. Et alors qu'il faut souligner l'importance de l'artisanat. Il y a, par exemple, Leïla a cité ici les comités là, africains. La Codepa. Voilà, Codepa. On va voir que on a besoin d'avoir les œuvres d'art en Afrique et on a besoin de ces artisans. On en a besoin. L'Afrique, c'est aussi lié à cette histoire-là où il y a des œuvres d'art. Par exemple, si Ali Mété, 7e mairie, comment on appelle ça, commercial, on va voir ces artistes-là, des artisans qui sont là en train de confectionner. Il y a des œuvres d'art, il y a des masques et tout qu'on sort. Oui. On a aussi besoin de ça. On a besoin de ça puisque notre musée sera rempli. Après, il faut travailler. On va voir les Béninois, hormis le fait qu'ils sont en train de travailler, on va voir les artisans, ils sont en train de produire toujours des œuvres d'art parce que c'est lié à leur histoire. Nous également, et surtout là, ça revient aussi à la charge de l'État, que l'artisanat occupe une place importante dans une société, et surtout notre société. Puisque ces gens-là qui se réveillent et qui confectionnent des œuvres d'art, qui commencent à se mépriser, ils se lâchent, et après on va voir seulement les œuvres d'art d'ailleurs, on va les envier, on va dire que les Congolais... Il faut promouvoir, voilà, parce que l'artisanat va aussi promouvoir notre culture. Ça fait aussi la promotion de la culture, alors c'est très très important ce métier. Ok, Azaf, je pense que tu en as parlé au début, mais tu n'es pas vraiment entré en profondeur comme je le voulais. J'aimerais bien au fait que tu puisses donner la différence qui existe entre le travail manuel ou le travail intellectuel. Oui, le travail manuel, c'est le travail qui est fait avec le main. Là, on a cité aujourd'hui, on parle de l'artisanat, c'est le travail où quelqu'un, chef d'entreprise, indépendant, qui assure seul ou accompagné de responsabilités d'une entreprise avec un travail manuel. On a cité l'exemple, par exemple, un mécanicien qui est dans son atelier en train de travailler dans un garage. Là, c'est un travail manuel parce qu'il est en train de travailler, le travail est exercé à la main et qui ne demande pas nécessairement les aptitudes intellectuelles, bien sûr que ça demande, mais en grande quantité, à la majorité, c'est un travail qui est fait avec la main. On a cité l'exemple d'un potier, on a cité l'exemple d'un cordonnier qui fait un travail manuel. Mais le travail intellectuel, c'est un travail qui est fait à l'échelle ou à grande échelle avec la tête, qui demande l'intellectualisme, qui demande la réflexion, qui demande qu'on y travaille de manière intellectuelle. Par exemple, je vais donner l'exemple d'un informaticien qui est dans un travail qui est intellectuel, parce que là, il faut gérer les systèmes, il faut gérer, ça part des systèmes d'exploitation, ça part des tout qu'on sort. Là, on est dans un travail intellectuel. Par exemple, on prend aussi les cas, si on va faire la différence, on va citer par des exemples d'un travail intellectuel, mais également d'un travail manuel. Un travail intellectuel, par exemple, je vois les cas des députés, c'est quelqu'un qui exerce un travail qui est intellectuel, il est là pour voter des lois. Dans son cabinet, il est en train de travailler un avocat. Mais un cordonnier, il est là pour travailler, réparer, confectionner avec ses mains. Donc, c'est ça la différence. Je sais pas si j'ai répondu
à ta question, si tu es maintenant satisfaite. Ouais, là ça va, je suis satisfaite, Azaf. Ok. Alors, Leïla, il y a bon nombre de personnes qui nous suivent et parmi ces personnes, je pense qu'il y a des artisans aussi qui sont en train de nous suivre. Alors, j'aimerais au fait que tu dises à ces artisans qui sont en train de nous suivre comment ils peuvent faire pour gérer leurs finances. Pour gérer leurs finances, moi je dirais ça de façon générale, hein, on va Oui. dire de façon générale parce que je me dis qu'on a tous de revenus. Mhm. Et le revenu, au fait, c'est pas Ça parce dépend. que je suis marchand, parce que je suis cordonnier, parce que je suis informaticien, que je vais gérer mes revenus différemment de X ou de Y personnes qui émergent dans tel ou tel secteur. On va essayer de gérer ces revenus comme on l'avait dit, je crois, une fois, la planification du budget. Et même, Dans voilà, tous les secteurs. au même au tout début, Aurélie, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on a parlé de la gestion de revenus. Ouais, Je crois que je tout m'en ça souviens. entre en compte. Mais ce qu'il faudrait, il faudrait vraiment mettre en première position, c'est de tenir compte au fait de votre train de vie. C'est très important. Ok. Aujourd'hui, dans notre pays, précisément à Kinshasa, les gens veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Et ça, c'est ce qui nous tue, au fait. Prendre en compte votre train de vie, c'est ce qui est très important. C'est-à-dire, une fois que vous allez prendre en compte votre train de vie, c'est-à-dire ne pas aller au-delà de votre budget et essayer d'être réaliste par rapport à vos dépenses, calculez votre revenu, c'est-à-dire tout ce que vous avez comme, tout ce que vous faites comme chiffre d'affaires, tout ce que vous avez comme entrée, calculez ça. On va aller sous forme de mois. On va parler de mois, par exemple. Ce que vous avez comme revenu, ce que vous avez comme source d'entrée, chiffre d'affaires, ce que vous faites, additionnez cela et c'est là que vous allez obtenir un montant précis. Et ce montant-là, ce n'est pas votre revenu net. Pour calculer votre revenu net, il faudrait essayer de soustraire par rapport aux dépenses du mois. C'est-à-dire, vous enlevez l'école des enfants, vous enlevez la ration pour manger, vous enlevez l'argent du loyer, l'argent de l'électricité ainsi que de l'eau. Vous enlevez les dépenses, les imprévus pour les imprévus, par exemple la santé. Vous enlevez les carburants ou alors le transport. Oui. Vous calculez tout cela par rapport aux revenus que vous avez, tout en tenant compte de votre train de vie, c'est-à-dire éviter des dépenses inutiles. Parce qu'aujourd'hui, avec des dépenses inutiles, on se retrouve, il y a de nombreux d'entre nous qui se retrouvent à la fin du mois, ils n'ont même plus leur salaire. Ils ont fini tout leur salaire à partir du 15. Et même les 15, c'est allé très loin. Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Parce que, raison pour laquelle j'ai parlé de façon générale tout au début. De mon explication. Alors, pourquoi? Parce qu'on s'est mis à faire des dépenses inutiles, des dépenses qui ne sont pas utiles tout de suite, vous voyez? On vit au-delà de notre train de vie pour impressionner, je ne sais pas, pour se faire plaisir, oui, mais il faudrait essayer d'être réaliste. Il faudrait essayer d'entrer au fait dans votre budget pour essayer de tenir bon. Sinon, vous allez travailler juste pour manger l'argent à la fin du mois et le mois qui va venir, vous allez manger. Vous n'aurez même pas le temps de faire de l'épargne, vous n'aurez même pas le temps de mettre l'argent de côté. Et ça, c'est quand vous ne mettez pas l'argent de côté, vous allez rester dans votre situation alors qu'il faudrait essayer d'améliorer sa situation. Et la conséquence, c'est qu'après, on va se plaindre pour dire que je ne gagne pas assez, ça ne me permet pas d'épargner, alors que si on tient compte de tout ce que tu viens de dire, ça peut nous permettre d'épargner. C'est vrai que la vie, elle est dure, c'est vrai que le temps sont durs, c'est vrai que dans notre pays, on traverse une conjoncture, c'est vrai qu'il y a tout le temps les prix des marchandises, il y a qui varient chaque jour, des tarifs de transport et tout ça, mais essayez de tenir bon. Si vous restez dans votre train de vie, acceptez d'abord votre train de vie. Vous dire que non, moi, à mon niveau, je ne peux pas me permettre de faire telle ou telle dépense. Je ne peux pas me permettre d'entrer dans tel ou tel imprévu. Restez dans votre ligne de conduite, j'ai envie de dire, ce que vous êtes tracé comme ligne de conduite, c'est-à-dire ne dépassez pas votre budget. Tenez compte de votre train de vie, calculez votre chiffre d'affaires, soustrayez ça par rapport aux dépenses mensuelles que vous avez à faire. Les loyers, les dépenses des études des enfants, l'alimentation, la ration mensuelle. Essayez de déduire ça de votre revenu. Une fois que vous allez déduire ça de votre revenu, l'argent qui va rester juste après, même si c'est minime, essayez de mettre un tout petit peu de côté. C'est comme ça que vous allez voir petit à petit, vous allez arriver à mettre l'argent de côté. Petit à petit, vous allez essayer d'améliorer. C'est vrai que le résultat ne sera pas tout de suite. On est réaliste par rapport à ce qu'on rencontre ici dans notre pays, par rapport aux situations que nous vivons.
je vais être réaliste, hein. C'est vrai que ça sera pas tout de suite, on va pas vous promettre tout de suite, vous allez vous acheter, je sais pas moi, 10 ou 15 maisons, ou alors vous achetez une nouvelle voiture. Mais petit à petit, en mettant cet argent de côté, vous allez voir que votre situation va essayer de s'améliorer. Faites vraiment cet effort-là. Il y a une personne qui me dit souvent, on va essayer de se serrer la ceinture pour dire, on va essayer de limiter les dépenses inutiles. C'est un peu ça. Ok, merci Leïla. Alors, Azaf, pour finir, vu que nous sommes pratiquement à la fin de cette tranche matinale, est-ce que tu peux dire à ces artisans-là comment arriver à bien capitaliser leur métier? Ouais, déjà, Leïla, elle a beaucoup parlé par rapport à ça, capitaliser le métier, c'est-à-dire, ça renvoie aussi à la gestion financière de ce qu'ils sont en train de gagner. Et je crois que les conseils donnés par Leïla, ce sont des conseils utiles qui vont les permettre. Ce sont des conseils à prendre en compte. Qui vont leur permettre de capitaliser ce qu'ils sont en train de gagner. Puisque là, ils vont se dire, bon, moi, je gagne peu par jour. Mais quand on fait les calculs, on va se rendre compte que c'est un chiffre important. Alors, ces chiffres-là doivent être bien gérés. Il faut éviter surtout, là, je vais revenir dans ce qu'elle a dit, c'est les dépenses inutiles. Et là, c'est vraiment important. Il faut éviter tout ça. Ça va permettre à capitaliser ou tirer profit de ce qu'ils sont en train de gagner. Et je crois que s'ils mettent seulement ces conseils en œuvre, s'ils font ça, ils seront vraiment contents de ce qu'ils font comme travail. Ils vont s'en sortir de la survie à une passion, puisque ça va commencer à faire entrer les revenus et aussi chercher à se formaliser. Et pourquoi pas passer de la réparation à la confection ou passer de la fabrication à la production qui est industrielle, à une grande production pour faire profiter tous les pays. Voilà. Merci Azaf. C'est par ici que nous mettons un terme à cette tranche matinale. Merci à toi aussi, Leïla. Et à vous qui nous avez suivis, merci, très chers téléspectateurs. Nous avons parlé de l'artisanat et ses avantages. On se donne rendez-vous au prochain numéro avec un nouveau sujet. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Bongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango.